Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Ossana Orlovski, la cofondatrice de Collector Square, le site de vente de montres, bijoux, objets de luxe de seconde main. On fera le bilan 12 ans après sa création. Dans notre débat, on dévoilera les résultats de l'étude Kantar, étude annuelle sur la durabilité menée auprès de 22 000 consommateurs du monde entier. Le climat et l'environnement restent leurs principales préoccupations. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Ibou et ses solutions d'accompagnement des flottes de véhicules d'entreprise. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Ossana Orlovski. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Collector Square. L'entreprise, elle a été créée il y a une douzaine d'années, mais elle s'est lancée pour de bon il y a 10 ans. Vous fêtez votre première décennie. Comment est née l'idée ? Alors, l'idée est née surtout par le constat du succès du luxe de ces 30, 40 dernières années, qui nous a justement laissé imaginer un potentiel à la seconde vie de ces objets-là. Et l'idée est aussi née à un moment où on voyait l'émergence de différents canaux, et notamment des modèles de plateformes, de places de marché sur le digital. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de développer un modèle spécifique et complètement différent justement de ces plateformes-là pour se spécialiser sur le segment le plus haut de gamme. Oui, parce qu'il y avait des modèles plutôt dans, on va dire, vêtements par exemple. Il y avait déjà des plateformes de seconde main pour les vêtements, ou alors vous êtes parti de rien d'une certaine façon. Il y avait depuis assez longtemps des modèles traditionnels, dépôt-vente et vente aux enchères, mais qui restaient petits sur ce segment-là en tout cas. Et en effet, il y avait l'émergence sur le digital de plateformes, places de marché, mais qui étaient surtout faites pour le prêt-à-porter, les souliers, justement des catégories de produits complètement différentes. Et nous, on était convaincus que pour des objets de plus grande valeur, des objets plus haut de gamme, nous on vend des montres, des sacs, des bijoux pour ce type d'objets-là, donc qui ont des valeurs plus importantes, on a un prix moyen de plus de 5 000 €. Il fallait un modèle complètement différent, avec un tiers de confiance qui s'engage, qui apporte des garanties, de l'expertise, la fixation du prix, etc. Oui, alors justement, on va rentrer dans le détail de ce modèle. Comment fonctionne le site, la plateforme ? Alors, on a une activité principalement digitale, mais aussi une existence physique à travers un showroom, une présence au sein du bon marché, au sein d'autres canaux complémentaires. Donc, dans tous les cas, les vendeurs nous sollicitent pour les objets qu'ils veulent vendre. Soit on achète immédiatement et on revend, soit on prend en dépôt. Mais dans tous les cas, ce sont nos équipes qui fixent le prix, qui expertisent, qui décrivent, qui mettent en ligne, etc. Donc, disons, tout le service est effectué par nos équipes. Donc ensuite, l'objet est disponible à la vente en ligne et les acheteurs peuvent cliquer, achètent un objet avec des garanties, les montres garantie 12 mois, la capacité de faire des retours, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter du service aux vendeurs et aux acheteurs pour vendre des objets de seconde main sur leur segment le plus haut de gamme. Et donc de l'expertise, quelle part ça prend dans votre activité ? Est-ce que c'est le cœur de votre activité d'une certaine façon ? Alors nous, c'est le cœur de nos ressources, puisque un tiers de nos équipes sont vraiment dédiées à cette partie d'expertise, de rachat, de description, de mise en ligne, de traitement des produits. C'est parfois un défi compliqué d'expertiser une pièce ? Alors, c'est un défi que nous, on traite beaucoup dans l'humain et qui demande des ressources. Après, finalement, c'est pas l'enjeu le plus important. Pour nous, l'enjeu majeur, c'est vraiment de capter la marchandise, de développer notre catalogue. Aujourd'hui, on a un catalogue de 15 000 objets, mais c'est vraiment l'enjeu pour nous d'élargir et d'enrichir ce catalogue. Qu'est-ce qui se vend le plus sur Collector Square? Alors nous, montres, sacs, bijoux, on a une activité très équilibrée. On a lancé Art & Collection qui est pour l'instant beaucoup plus petit. Parmi les sacs, c'est vraiment les modèles iconiques, Hermès Kelly, Hermès Birkin, Chanel Timeless. Les montres, ça va être des marques comme Rolex, Cartier, Patek Philippe, Audemars Piguet. Bijoux, Cartier, les maisons de la place Vendôme, Van Cleef. Quoique l'univers de la joaillerie est un peu plus large et la demande est un petit peu moins concentrée sur les iconiques. Ouais. Est-ce que vous, d'une certaine façon, vous concurrencez les maisons de vente aux enchères ?
Alors, sur un petit, on va dire qu'il y a un frottement. Après, les maisons de vente aux enchères, le plus souvent, et c'était aussi un peu ça l'idée, interviennent sur des départements différents et sur des objets uniques. Donc, vraiment, donc beaucoup d'œuvres d'art, des voitures, du design, etc. Après, elle couvre aussi les univers de la joaillerie, de l'horlogerie et même parfois de la maroquinerie. Donc, il y a un petit frottement possible. Nous, on était convaincus que le modèle des ventes aux enchères faisait vraiment sens sur des objets uniques, encore une fois. Et je pense aussi que c'est un canal complètement différent, que les ventes aux enchères sont finalement peu connues et pas toujours accessibles. Nous, l'idée, c'est d'avoir un modèle beaucoup plus accessible et qui adresse une clientèle beaucoup plus large. Oui, alors justement, on va parler de cette clientèle la plus large possible. Vous dites le prix moyen, c'est 5 000 €, c'est ça? Oui. Ça peut monter jusqu'à combien? Alors, on a l'objet le plus incroyable qu'on ait vendu, c'était il n'y a pas longtemps. C'était vraiment un collector, une pièce très très rare. C'était un sac Hermès, un Kelly Silver, 15 cm, donc tout petit, entièrement en argent, qu'on a vendu 210 000 €. Donc vraiment une pièce de collection, une pièce très exceptionnelle qui a été, on estime que la production a été à une centaine d'exemplaires dans les années 90. Donc voilà, vraiment une pièce très rare. C'est pas le plus gros de ce qu'on vend, évidemment. Parce que le plus gros, c'est vraiment des iconiques, des grandes maisons que les clients identifient facilement et qui sont ces modèles intemporels qui ont des cycles de vie très longs. Cette vente, elle est intervenue pendant que vous faisiez, je crois, une opération à l'occasion d'un événement Hermès. Vous vous êtes greffé sur l'événement, c'est ça? En effet, on présentait une sélection d'objets Hermès, donc de maroquinerie, mais aussi d'horlogerie, de joaillerie. Donc, la maison Hermès est une maison qui a un vrai savoir-faire et des objets souvent avec un cycle de vie qui font qu'ils ont un cycle de vie très long. Donc chez nous, pour notre clientèle, c'est vraiment des objets qui sont très demandés. Donc c'est vrai qu'on avait une sélection, une vente thématique comme on en organise régulièrement pour justement animer un peu notre catalogue. Je vous disais qu'on a un catalogue qu'on essaye très large. Et c'est vrai qu'on organise régulièrement des ventes thématiques pour animer un petit peu notre offre et apporter des regards un peu transversaux. Ces maisons de luxe, est-ce qu'elles se mettent aussi à la seconde main, sans passer par vous, de leur côté? Alors, il y en a certaines qui ont testé, qui font des choses, qui ont des initiatives. Il y en a d'autres qui observent, qui réfléchissent, je pense. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Après, il n'y a rien vraiment de massif sur le marché. Nous, on fait vraiment au quotidien ce métier d'intermédiaire, qui est un métier qui est quand même très différent du métier d'une maison qui produit, qui fabrique, qui promeut. Et alors justement, qui sont vos clients? Je ne sais pas s'il y a un profil type du client ou de la cliente de Collector Square. Alors, on a une clientèle qui est très large, comme on a des motivations, des raisons qui amènent à nous, qui sont très larges. Il y a des clients qui viennent à nous pour la décote par rapport au prix du neuf, puisque la plus grande partie de ce qu'on vend présente une décote entre 30 et 50% par rapport au prix du neuf. Il y a des clients qui viennent chercher une pièce rare. Il y a des clients qui viennent pour le principe même de la seconde main, avec une optique de consommation raisonnable qui s'inscrit dans la circularité et vraiment animé par cette démarche justement responsable. Donc clientèle très large, quand même clientèle souvent très connaisseuse et qui vient quand même chercher un objet un peu différent justement des objets qu'on va trouver aujourd'hui en retail, très promu, etc. Donc une clientèle souvent connaisseuse, collectionneuse, mais qui a le souci d'acheter et d'avoir des objets qu'elle aime, qu'elle consomme, et qui ensuite va les revendre pour pas accumuler. Alors le textile, la mode, la haute couture, c'est peut-être pas le cœur de votre Alors nous, on ne vend pas du tout. Pas du tout de textile. Pas de prêt-à-porter, pas de souliers. Et c'est vrai que ça, c'était un choix dès le départ. C'était un choix pour se concentrer vraiment sur des objets qui ont un cycle de vie long, qui sont vraiment durables, qui peuvent avoir plusieurs vies. L'idée, c'était vraiment justement de s'inscrire dans le fait de vendre des objets pour des clients qui vont acheter moins mais mieux. C'est un peu galvaudé, mais enfin, c'est quand même cette idée de se dire on va acheter
acheter un objet qui est une pièce d'investissement, en fait, qu'on va pouvoir revendre, etc., qui n'est pas tellement sujet à l'usure, qui n'a pas de problématique de taille, même pas tellement de mode, parce qu'on voit qu'il y a des tendances, et d'ailleurs souvent elles sont cycliques, mais c'est pas éphémère comme peut l'être le prêt-à-porter ou d'autres catégories de produits. Et du coup, ces objets sont particulièrement adaptés à la seconde main. Merci beaucoup, Ozana Orlovsky, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat, une grande enquête internationale sur les enjeux de durabilité. C'est le débat de ce Smart Impact. On va dévoiler les résultats d'une étude menée par Kantar auprès de plus de 22 000 consommateurs du monde entier. Bonjour Patricia Flores. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice adjointe développement client et RSE chez Kantar justement. Caroline Véran, bonjour. Bonjour. La fondatrice et directrice de Croissance Bleue. Tiens, je veux bien que vous nous présentiez votre agence en quelques mots. Croissance Bleue, en quelques mots, c'est une entreprise qui accompagne tout type d'organisation sur les enjeux de transformation durable, qui existe depuis près de 10 ans. Sur toute filière. La raison d'être de Croissance Bleue, c'est de servir et d'accélérer la transformation durable des entreprises, des filières et des territoires. Et donc, on opère sur tout le territoire français, sur tout profil d'entreprise, pour les aider concrètement en fonction de leur marché, de leur process, de leurs enjeux business, à rentrer dans cette transformation durable. Et j'imagine que les résultats d'une étude comme celle menée par Kantar doit vous passionner et passionner vos clients. Patricia Flores, étude Sustainability Sector Index auprès de, je le disais, 22 000 consommateurs du monde entier. On va rentrer un peu dans le détail. Déjà, est-ce que vous en tirez une leçon générale ? Alors déjà, la première partie, c'est de se dire que c'est 22 000 citoyens. Consommateurs et citoyens, ça ne faut pas l'oublier. On a plus d'une vingtaine de pays, c'est dans toutes les régions du monde. Et les principaux enseignements, c'est que ça ne recule pas. L'intérêt et les inquiétudes environnementales ne reculent pas du tout. Alors pour les Français, c'est quasiment la moitié. Quand on leur demande ce qui les inquiète le plus dans le monde, ils ne vont pas arriver sur les conflits, ils ne vont pas arriver sur la pauvreté, ils ne vont pas arriver sur l'économie, ils arrivent sur le climat. Et c'est vrai dans le monde entier, et c'est même vrai aux États-Unis, où finalement on pourrait se dire, là ça recule aussi, mais non, c'est aussi quelque chose qui est très important. L'enquête, vous l'avez menée en novembre, oui, c'est ça, en fin d'année dernière. Effectivement au moment des élections américaines, mais vraiment en novembre. Donc ça reste vrai par rapport aux années précédentes. C'est même légèrement en augmentation pour certaines thématiques. Et ils commencent à percevoir les effets sur leur vie quotidienne. Donc ils veulent vraiment s'impliquer. Ils sont les 2/3 à dire qu'ils veulent s'impliquer pour avoir des actions pour lutter contre les problèmes climatiques. Et même dans leurs actes d'achat, l'un des résultats de l'étude, c'est le résultat mondial. 73% des consommateurs ont essayé ou sont prêts à essayer des marques qui ont un impact environnemental ou social plus positif, premier chiffre. Et puis deuxième chiffre, 54% des personnes déclarent avoir réduit ou cessé, donc ça c'est l'inverse, d'acheter certains produits en raison de leur impact environnemental ou social négatif. Je reste sur l'exemple américain parce que c'est contre-intuitif ce que vous nous dites. À côté de ça, on a ces mêmes consommateurs qui sont aussi des citoyens et qui ont assez massivement élu Donald Trump qui lui-même appuie sur le frein en matière d'ambition environnementale. Oui, alors ça n'empêche que je pense que les citoyens américains ou consommateurs américains sont aussi conscients, surtout dans certains États, qui ont quand même été très touchés par les problèmes climatiques, de tout ce que ça peut engendrer comme problème. Donc ils vont réduire certaines catégories à consommer. On va parler du luxe, on va parler de l'automobile. On a quand même certaines sanctions sur certaines automobiles américaines qui se voient quand même pas mal. Sur la mode aussi, et même sur l'énergie. Et ça se voit de façon mondiale. C'est-à-dire quand vous parliez de certains secteurs où on arrête de consommer, c'est prioritairement cela. Après, il y a toujours des secteurs où on ne peut pas faire autrement, notamment l'essence, notamment le pain, et où on veut se faire plaisir. Alors, on peut certaines choses alimentaires, de l'alcool, du voyage, tout ça. Mais ils veulent vraiment trouver une solution en termes de marque et ou en termes de secteur ou d'option B, si je puis dire. Caroline Véran, quelle leçon vous tirez d'une étude comme celle-là et quel lien vous faites entre cette envie de durabilité affichée par les consommateurs du monde entier et la stratégie des marques que vous accompagnez? Alors,
Le premier enseignement de l'étude, c'est que c'est une tendance de fond, ce n'est pas un effet de mode, la consommation responsable, et on le voit. On peut faire aussi un parallèle. Il y a comment le consommateur achète ses produits et aussi comment les grands comptes vont s'approvisionner auprès de leurs fournisseurs, Oui, chaîne bien de sûr. sous-traitance, c'est de l'achat. Donc finalement, dans l'achat de la consommation responsable, il y a du B2C. Je vais faire peut-être un parallèle avec le B2B aussi. C'est une tendance de fond qui grandit chaque année. Donc effectivement, il y a toujours on ne peut pas acheter de manière absolument exemplaire tel qu'on le souhaiterait. Ça implique aussi que le marché soit en maturité. Ça implique qu'on arrive à trouver des produits qui correspondent à nos valeurs. Mais premier enseignement pour moi, de toute façon, c'est que c'est quelque chose de fond et qui n'est pas prêt de changer. Donc les entreprises ont tout intérêt à progresser sur ce sujet. Et donc comment on fait pour avoir une marque responsable? C'est déjà avoir une démarche de transformation, de durabilité authentique, sérieuse et qui permet aussi de construire un discours de preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus avertis sur ce qui est un discours un peu de surface, du greenwashing, et ce qui est une marque véritablement engagée, pas simplement parce que c'est un effet de mode, mais parce qu'on le sait très bien, vous l'avez dit parfaitement, on est des citoyens et on sait dans notre vie quotidienne les impacts, notamment du dérèglement climatique, mais pas que, de la surpollution liée au plastique, du stress hydrique qui sont en train de se passer. Donc, on sait tous que la manière dont on a de produire, transformer, consommer, jeter, cette boucle-là, on a pu faire la preuve que ce modèle, il faut en sortir. Maintenant, c'est à quelle cadence et avec quel levier on arrive à accélérer cette transformation. Et avec quelle acceptabilité des citoyens et la question de l'accompagnement, on va y revenir. Mais je veux bien vous entendre sur effectivement l'une des leçons de l'étude, c'est que la durabilité, elle crée de la valeur si elle est crédible. Oui. Ça, c'est très important, évidemment. C'est super important, effectivement, parce que on voit que la valorisation des marques, 10%, est sur la durabilité. Donc, dans la conception et la perception et la connexion émotionnelle que les consommateurs peuvent avoir avec les marques, il y a 10% qui vient de leur engagement environnemental. Et c'est énorme parce que ça fait finalement 600 milliards de potentiel qui, pour le moment, n'est pas complètement touché et valorisé. Et donc, on pourrait dire, soyons citoyens, mais 2, il y a un vrai potentiel pour les marques pour s'emparer de ces sujets-là. Et si elle est crédible, pour rebondir, il faut qu'elle soit crédible. La crédibilité, ça passe par donc ce fameux discours de preuve. C'est pour ça que, comme porte le nom de l'émission Impact, on est passé, on voit en 5 ans, d'un discours d'engagement un peu de surface avec de l'impact. L'impact, c'est quoi? C'est quand on peut rendre compte en transparence avec des indicateurs reconnus de tous, comme des Nutri-Score, où se situe l'entreprise. Des indicateurs basés sur la science aussi. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont cette ambition-là. Et rajouter aussi peut-être, parce que là je prends le point de vue des entreprises, le changement opéré, c'est effectivement c'est être crédible, mais surtout c'est que ça crée pour elle-même de la valeur. C'est aussi ça qu'il faut dire. Et il faut être conscient aujourd'hui que rentrer justement dans la durabilité pour une entreprise permet d'être compétitive. Par rapport à la question de la marque et de l'attractivité des marques, c'est un critère de préférentiel à l'achat, mais indépendamment de la marque, pour elle-même, du point de vue de sa robustesse, c'est un terme dont on parle aujourd'hui, on regarde des différents impacts, qui soient géopolitiques, de souveraineté, évidemment climatiques, de ressources. Une entreprise aujourd'hui, si elle veut bien gérer ses risques et pouvoir se développer, et donc créer de la valeur augmentée, doit impérativement rentrer dans cette dynamique RSE, transformation durable, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc peut-être pour rebondir par rapport à qu'est-ce qui se passe avec en ce moment des effets de reculade. Le coup de frein américain, on peut l'appeler comme ça, mais européen aussi. On voit ce qui se passe sur la directive Omnibus. Oui, alors ça, on peut en parler. Tout ça, c'est dommage. En fait, on ne prend que 2 ans de retard par rapport à quelque chose qui est inéluctable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passait avec la nouvelle réglementation CSRD, c'était justement, et puisque c'est simplement 2 ans de recul, les Chinois d'ailleurs sont en train de nous rattraper, c'est de faire une grammaire universelle européenne qui permet un Nutri-Score des entreprises sur l'ensemble des items qui comptent. Oui, mais ce coup de frein, moi je pense qu'on ne doit pas le sous-estimer. Ça veut dire que collectivement, et moi j'en prends ma part comme journaliste, les médias, il y a un discours autour de cette... et des mesures d'accompagnement autour de ce virage environnemental majeur qu'on n'a pas réussi à faire passer. Sinon, il n'y aurait pas une majorité de citoyens américains qui auraient voté Trump et il n'y aurait pas beaucoup de citoyens européens qui auraient voté pour des listes d'extrême droite ou
de droite qui appuie sur le frein aujourd'hui au Parlement. Si on regarde un autre résultat de votre enquête qui concerne les Français, les attentes des Français sur l'engagement des entreprises, 46% estiment qu'il revient aux entreprises de résoudre les problèmes climatiques et environnementaux. 31% attendent des entreprises qu'elles rendent la société plus juste. Oui. Donc c'est intéressant ce lien de confiance d'une certaine façon avec les entreprises. C'est un lien de confiance qui est très fort. Alors pour compléter ces chiffres-là, puisqu'il n'y avait pas que les marques qui étaient citées là-dedans, donc quand vous dites une quarantaine de pourcents pour les marques, ils prennent leur part et dire moi j'ai 40% aussi ma responsabilité et les gouvernements eux-mêmes sont à 68%. Donc on est quand même on n'est pas tout seul sur cette histoire. Bien sûr. Tout le monde doit participer. Et la société plus juste, donc on peut parler d'inclusion et diversité, il n'y a pas que l'environnement dans tous ces sujets-là. C'est aussi important pour les consommateurs et pour les citoyens. Ça a un coup d'arrêt un peu plus important encore aux États-Unis que l'environnement. Et on voit un peu plus de frilosité, de greenwashing, de social washing. Donc on sait qu'il faut que les marques soient crédibles là-dessus. Parce que les consos attendent, certes, mais ils ne veulent pas que ce soit saupoudré de la poudre de perlimpinpin et que ce soit pas que ça coûte beaucoup plus cher aussi, pardon de nous interrompre, mais tout à fait. Ce qu'on a vu sur la voiture électrique, le succès du leasing à 100 € par mois, le gouvernement dépassé par le succès, c'est bien que les Français, ils sont tout à fait prêts à passer à la voiture électrique, mais ils n'en ont pas les moyens. Ils sont prêts, ils n'en ont pas les moyens, et on voit alors vous avez cité l'automobile, mais dans la grande consommation, il y a un espèce de palier, c'est-à-dire qu'ils vont être prêts à mettre un peu plus parce qu'ils comprennent la valeur de ce qu'ils achètent quand effectivement c'est meilleur au niveau environnemental. Mais 30-40%, ça ne va pas être possible. Parce que mine de rien, il y a des arbitrages. Et il y a un arbitrage économique. Il y a le contexte inflationniste qui fait qu'au final, peut-être qu'ils vont se rabattre de façon plus raisonnée, entre guillemets, sur des offres moins chères. Donc il y a un vrai arbitrage à faire entre j'ai des valeurs et je ne peux pas vivre selon mes valeurs. Et si les marques arrivent à trouver un moyen pas cher, si je puis dire, futé, ou qui trouvent un autre système de fonctionnement qui leur permet de faire coïncider leurs valeurs avec leurs actions, c'est banco. Avec des entreprises qui appuient sur le frein, vous le voyez, vous, ou pas forcément chez vos clients ? Alors, la conviction qu'il faut y aller n'est pas entachée. En revanche, de gagner du temps, pour certaines, oui. Parce que sur la partie... Parce qu'il y a une ère d'incertitude aussi. Je vais distinguer la partie compliance, enfin mise en conformité pour celles qui sont soumises à certaines réglementations, et le fait d'être convaincu dans une logique de gestion de risque et aussi de nouveaux business models d'aller dans le sens de la transformation durable. C'est-à-dire que les entreprises qui sont dirigées par des personnes ou des gouvernances qui ont la conviction que c'est le sens de l'histoire et qu'elles en tirent des leviers de compétitivité, elles ne vont pas freiner ou prendre un virage, quoi, inverse. De toute façon, puis je voulais peut-être rebondir sur la question sociale. Il reste 20 secondes. Oui, voilà. Donc encore une fois, je le dis souvent, mais c'est le sens de l'histoire et en fait, on voit très bien la réalité climatique, elle a un coût. France Assureur a sorti le coût de la facture climatique encore cette année, 5 milliards, c'était beaucoup moins avant. Donc le principe de réalité est celui-ci, on n'a pas le choix. Donc plus les entreprises malignes, justement, profitent de cet épisode de crise pour pouvoir avancer plus loin. La deuxième Merci beaucoup, c'est terminé. Merci beaucoup d'être venu nous présenter les résultats de cette étude. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Charles Bénard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur, directeur produit de Hibou, créé en 2017. Avec quelle idée ? On revient à la genèse. Écoutez, l'idée originale était d'apporter une solution de gestion de parc matériel multimarque, c'est-à-dire en allant chercher la donnée auprès de toutes les marques matérielles afin que des gestionnaires de flotte dans la construction, dans l'industrie puissent bénéficier d'une vision globale pour optimiser l'usage, la performance énergétique et d'autres critères de cet actif principal qui est la gestion de parc matériel et le matériel. Oui, alors on parle de quoi ? On parle essentiellement de flotte automobile ou ça va au-delà de ça ? Alors, on parle d'abord d'engins chez Hibou. Ouais. C'est d'abord tout l'environnement de la construction, donc tous ces matériels jaunes qu'on imagine sur les chantiers. Et puis, avec le temps, Hibou a ajouté des nouvelles verticales et donc on s'est étendu sur les camions, puis sur les véhicules routiers. On a récemment
notamment ajouté la source Stellantis à notre catalogue de données disponibles. Ouais. Vous en êtes où 8 ans plus tard du développement de Hibou? Écoutez, 8 ans plus tard, Hibou se positionne clairement comme un des leaders de la gestion de parcs multimarques en Europe. Beaucoup de faits marquants ces 12 derniers mois. On a maintenant un peu plus de 150 000 machines que l'on suit dans le monde, avec une croissance de plus de 200% de ces machines ces 12 derniers mois, donc c'est énorme pour notre structure, et également un périmètre géographique qui s'accroît considérablement. Ouais. On est présent dans plus de 100 pays. Alors pas avec des bureaux directement, mais parce que nos clients, comme Ortec par exemple, s'étendent au Canada, ou alors qu'on fait des nouvelles signatures au Moyen-Orient avec Al Marwan. Voilà, donc ça agrandit le périmètre. Ouais. Et avec une fonctionnalité qui s'appelle Hibou Connect, c'est ça? Effectivement. Alors c'est quoi ça? Vous l'avez lancé il y a quelques... Il y a quelques temps, on s'est positionné davantage dans notre offre pour les loueurs. D'accord. En fait, la gestion de parc, c'est ceux qui exploitent, c'est aussi ceux qui louent. Et ceux qui louent sont de plus en plus importants dans le marché. Et donc, l'idée était de leur apporter une solution complémentaire pour créer une interaction digitale avec leurs clients. Aujourd'hui, souvent, ils partagent des données contractuelles. Mais comment est-ce qu'on aide les exploitants à mieux faire le reporting sur l'utilisation, le carbone, etc. C'est en partageant la donnée. Et ça, c'est pas facile, parce que c'est plein d'enjeux techniques. Ouais. Et donc, on les accompagne sur ce chemin-là avec cette solution Hibou Connect. Et on a déjà aujourd'hui plusieurs success stories avec des ENCO, des comptoirs de location qui maintenant partagent l'entièreté de cette donnée auprès de leurs clients, des Suez, des Veolia, qui ont besoin de ça. Si on veut faire un bilan carbone complet, on a besoin de cette donnée complète. Ouais. Oui, ça rentre dans toute la logique d'un bilan extra-financier d'une certaine façon. Effectivement, alors il y a le bilan extra-financier, il y a tout ce qui est aspect comptabilité, administration, et vraiment l'opérationnel terrain, la maintenance, la compréhension de l'usage, la performance. Et c'est des critères qui sont indispensables aujourd'hui pour s'améliorer. On peut prendre un exemple récent, un contrat que vous avez signé avec le groupe Petit Forestier, qui est un leader de la location frigorifique. Alors c'est un défi particulier pour vous ou c'est un client comme un autre finalement? C'est tout à fait un défi particulier parce que c'est le témoin d'un élargissement des types de cibles de la société. C'est un leader du coup de la location de véhicules frigorifiques. C'est une flotte colossale. Et donc aujourd'hui, on est déjà dans l'accompagnement du suivi de plus de 20 000 actifs sur plusieurs pays européens. C'est une société qui était déjà très innovante dans la gestion de parc matériel, dans le nouveau service à leurs clients. Et nous, on ajoute notre technologie de gestion multimarque pour les aider à continuer à mieux servir leurs clients. Qu'est-ce que vous leur apportez de plus? Alors, nous, on leur apporte déjà la sérénité de collecter toute cette information. D'accord. Ça, c'est un gros travail qui peut nécessiter beaucoup de ressources. On leur apporte ensuite la sérénité de faciliter l'intégration de cette donnée dans leurs outils, leurs ERP, leurs logiciels. Et du coup, ensuite, la construction de nouveaux services qui, bien évidemment, s'associent à une nouvelle monétisation. C'est des industriels, mais en plus de ça, ils veulent se déployer sur du service digital. Et donc, c'est un peu cette compétence globale que Hibou apporte, avec une techno très orientée data, qu'on a beaucoup améliorée ces derniers temps, et qui a été, aussi ces 12 derniers mois, le centre de nos attentions. On a multiplié par 3 le volume de données collectées, et on prépare notre technologie, bien sûr, pour de nouveaux cas d'usage et des cas d'usage autour de l'intelligence. Merci beaucoup Charles Bénard et bon vent à Hibou. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut, à demain.